L'objectif de la remise des itinéraires, c'était que la police assure la sécurité routière, qui ferme des rues et qui détourne la circulation du trajet. Et je pense que ça assurait la sécurité des manifestants et des badauds qui pouvaient se trouver sur le, ou des passants qui pouvaient être sur le train. Alors, moi aussi, j'ai déjà eu peur d'actions de manifestants. Je m'excuse d'être un petit peu, de faire un peu de coq à l'âne, mais à l'occasion d'une manifestation du 1er mai dans le parc Jarry, il y a des manifestants à la fin de la réunion qui ramassaient des pancartes et qui faisaient un feu. Quel bon moyen d'attirer les policiers et les pompiers. Heureusement, cette fois-là, le service d'ordre a réussi à intervenir, le service d'ordre syndical est intervenu et a pu empêcher la chose. Tout ceci pour dire que la peur dont il a été question, elle existe parfois aussi parmi les manifestants, parfois à l'égard de certains manifestants. Alors, je reviens à ma question principale qui est sur l'itinéraire. C'est le seul lieu où je me sens en sécurité, la Ligue des droits et libertés, pour discuter de cette question difficile. Je n'ai pas de solution. J'espère qu'à la Ligue, et ma question s'adresse à tout le monde, il faudrait trouver une solution à ça parce que c'est une lutte qui est très impopulaire, je crois, celle d'avoir le droit de ne pas déposer l'itinéraire. Merci. On retient votre questionnement autour de la remise de l'itinéraire. On verra qui pourra les répondre. Peut-être Mme Lemonde, peut-être notre ami militant ou quelqu'un d'autre. Ce serait important quand vous intervenez de dire aussi à qui vous souhaiteriez adresser votre question. Ma question s'adresse à M. Nadeau ou M. Miles. Je vais réduire au quart de ce que je voulais dire. Moi, je veux juste. Vous n'avez pas suivi la question des fameux sondages. Ils sont un bel outil. Alors, d'abord, c'est quoi maintenant la valeur des sondages quand on voit les résultats que ça donne par rapport aux élections qu'il y a eu dans l'Ouest, les championnats, c'était représentatif, c'est quoi? Parce que ça demeure toujours un bel outil pour manipuler l'opinion publique faite par les politiciens. Quand on fait le sondage, quelles questions on pose au sondage, puis quelle utilisation qu'on fait du sondage. J'aimerais ça qu'on nous éclaire un peu là-dessus, parce que c'est très important dans le sens. Merci beaucoup. Troisième intervenant. Paul Farr. S'il vous plaît, le temps. Je suis Martin Soiseau de la Brigade des Ventes de Montréal, le directeur indépendant. Je reviens en 19 mai. La question pour M. Miles, pourquoi les médias publics et privés mettent une censure sur les libéraux? Ils ne montrent pas les vrais autres, les médias indépendants, les médias citoyens. Merci. Donc, on va arrêter là pour le moment. Donc, trois choses. Remise de l'itinéraire, commentaire, question là-dessus. Ensuite, les sondages. Et puis la question de la censure dans les médias. Alors, peut-être pour l'itinéraire, Mme Lemonde. La Ligue et même le barreau du Québec, notamment, ont évalué que l'obligation de remettre l'itinéraire aux policiers était une atteinte injustifiée à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique. Notamment, entre autres, si les centrales syndicales ont eu comme coutume de remettre l'itinéraire à la police, puis ils le font encore, puis ils vont toujours le faire, c'est leur choix. Je veux dire, il peut y avoir d'autres façons de le faire et que les gens ne veuillent pas, finalement, soumettre leurs droits à une autorisation policière. C'est comme, ça paraît contradictoire. Et aussi, ça empêche les manifestations spontanées. Si on avait été obligé de remettre les itinéraires, il n'y aurait pas eu de printemps arabe. Je veux dire, si le monde, si on avait demandé, par exemple, en Tunisie ou en Égypte, que le monde remette l'itinéraire à la police avant de faire quoi que ce soit, je veux dire, il n'y aurait pas eu ces changements-là. En tout cas, je répondrai juste ça, mais probablement qu'il y a pas mal de militants et militantes dans la salle qui pourraient aussi répondre à ça. Par rapport au sondage, il y a deux intervenants qui ont été interpellés.
Ok, rapidement, je partage ce qui a été dit au sujet des sondages. Je pense que le problème des sondages, essentiellement, c'est que ça fait en sorte que le débat porte essentiellement sur des questions, disons, de ce que nous on appelle la rationalité instrumentale. C'est-à-dire, essentiellement, c'est je vais voter en fonction d'un intérêt X, puis des chances de voir remporter mon intérêt. Mais ça évacue complètement ce qu'on pourrait appeler la raison publique, c'est-à-dire les vrais arguments de fond. Et ça fait en sorte qu'on se concentre sur des éléments très superficiels plutôt que de se concentrer sur des enjeux fondamentaux. En revanche, pour moi, il est évident qu'il ne faut jamais penser en termes de sanctions ou d'interdiction. Il faut plutôt penser en termes de promotion de quelque chose qui ferait en sorte que, même si ces sondages existent, ils auraient moins de valeur dans nos sociétés parce que, précisément, ils n'auraient plus la même écoute, étant donné que le débat serait de meilleure qualité et que la discussion serait à un niveau beaucoup plus élevé que celle à laquelle, malheureusement, on nous a habitués. En dernière question, on saurait aussi les médias, qui ont été aussi interpellés pour les sondages. Le sondage, j'en pense pas moins. Peu de choses à ajouter, ça fait le tour. Pour ce qui est de la censure, c'est une question qui me paraît générale, là, et en absence d'un cas précis, je ne peux pas dire oui, vous avez raison, vous avez tort, mais rappelez le principe. Il existe une telle chose que des choix rédactionnels dans les médias. Et ces choix-là sont faits par les salles de rédaction, par les journalistes et les éditeurs. Et ces choix sont le prolongement de la liberté de presse. On ne peut pas dicter aux médias qu'est-ce qu'ils devraient couvrir ou ne pas couvrir. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que l'espace n'est pas infini dans les médias. Le bulletin de nouvelles, il dure 30 minutes, pas 32. Le journal fait 16 pages ou 24 pages, pas 24 et demi. Et les contraintes de temps, d'espace et également, je dirais, l'espèce de contrat social qui lie un média avec son public vont dicter ces choix-là. Moi, personnellement, la censure, je n'en ai pas vu, je n'en ai pas connu. Ça fait 15 ans, c'est davantage, sinon davantage, que je fais ce métier. Une dernière tournée de questions. On a bien précisé de questions. Alors, on va commencer de ce côté-ci, s'il vous plaît. Bonjour, ma question va s'adresser à M. Miles. Entendez-vous? Oui. Donc, ma question va s'adresser à M. Miles. Je veux revenir sur la couverture journalistique, la réaction des militants envers certains journalistes. Pour moi, il est clair qu'une action comme hurler sur un journaliste, c'est complètement exagéré. Mais ce qu'il faut voir, il y a des études qui ont été faites, entre autres une enquête qui a été faite sur la couverture, la page couverture des 4 grands journaux de tout le conflit étudiant. Et ces études-là ont montré un biais flagrant de certains médias, principalement le Journal de Montréal, qui montrait des photos beaucoup plus fréquemment de violence, des articles. Donc, on voit que les médias, que les journaux, ce qui est couvert n'est pas neutre. Je ne crois pas que ça soit malheureusement le travail du journalisme, je crois que c'est beaucoup plus la ligne éditoriale qui vient des patrons, des corporations. L'exemple le plus flagrant, moi, que j'ai vu pour voir à quel point le message peut être contrôlé et biaisé, c'est quand le Journal de Montréal est en grève. J'ai jamais vu ces journalistes-là faire un aussi bon travail que dans leurs journaux rue Frontenac. J'en prenais quand ils sont revenus au Journal de Montréal, ben, ils ont bien été obligés d'écrire comme les gens qui lisent le Journal de Montréal et les patrons veulent qu'ils le mettent et de revenir. Donc, ma question, c'est l'association des journalistes, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire pour contrer justement là ces lignes éditoriales qu'on voit de la part principalement des médias de Pélago, TVA et Journal de Montréal, c'est les plus flagrants. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer ça et vraiment que le travail de journaliste soit neutre et un bon travail de journaliste? Deuxième intervention. C'est pour M. Miles. Vous dites qu'il n'y a aucun contrôle. J'aimerais savoir, moi, comment ça se fait qu'on a eu des occupations de bureau, puis on n'en a pas entendu parler dans les journaux. C'est dernièrement les occupations de bureau. Et j'aimerais ça vous citer un truc, mais qui a aussi la question dedans, de Madeleine Parent. Vous voulez que la population soit avec vous,
qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour nous convaincre que vous allez vraiment faire du vrai journalisme? Écoutez, Monsieur Mike, vous avez bien du succès. Continuez. C'était intéressant votre première partie sur la commission Charbonneau, sur l'accès aux informations. Je trouve ça très intéressant. Par contre, je trouve ça étrange lorsque vous venez représenter les journalistes et normalement, donc avec une certaine éthique, quand vous parlez seulement, quasi seulement, des agressions des militants. Il faut quand même, si vous faites du journalisme, monsieur, parler des causes de ce mécontentement. Alors vous y allez avec les actions extrêmes, mais pendant le printemps, les personnes qui étaient sur le terrain ont ensuite vu dans les journaux exactement le contraire de ce qui se passait. Les profs contre la hausse et d'autres regroupements, on a dû intervenir pour faire rectifier les choses. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que les journalistes vont comprendre qu'il y a un certain, au moins l'association, un certain examen de conscience à faire sur leur couverture du printemps québécois? Il y a eu un film Dérive sur les abus de la police, mais il devrait y avoir un film Dérive sur les abus médiatiques. Sans le soutien et la collaboration des médias, la lutte aurait été beaucoup moins difficile. Il y a eu des appels à la violence de la part des chroniqueurs et des médias contre les étudiants, contre les manifestants. Donc c'est ça. Alors, monsieur, l'avant-dernière intervention, question? À moins que vous ne souhaitez pas d'idée. Ça serait bon de ne pas dire. Mais est-ce que, très pragmatiquement, je ne demande pas de compte du tout, on va avoir, notamment le PowerPoint de Mme Guido ce matin, par courriel, pour ceux qui sont sur l'infonet de la Ligue, ou autrement sur le site de la Ligue. Est-ce que les capsules vidéo vont être aussi disponibles? Très pratico-pratique. Mais est-ce que aussi, ça c'est une réaction, est-ce qu'en limitant les interventions à des questions maintenant, est-ce qu'on ne limite pas le débat? Ça me gêne un peu. Est-ce qu'on ne fait pas erreur? Est-ce qu'on ne devrait pas, au niveau de la proposition, maintenant développer notre action sur le fait de justement ressusciter un débat sur une loi sur la concentration de la presse et le financement de la presse. Parce que s'il est vrai que dans le même esprit que le financement des partis politiques est important, et j'en suis convaincu, si l'information est fondamentale à la démocratie, son financement l'est aussi. Il ne faut pas laisser ça juste au profit. Est-ce qu'on ne fait pas erreur en voulant toujours comparer le passé sans mettre toutes les nuances qui est impossible de faire dans ce cas présent? Dire que la presse était bien meilleure il y a 30 ans qu'elle est aujourd'hui, moi je pense qu'on a... Bon, je vais arrêter là parce que ça c'est pas assez de questions. Je vous rappelle que le colloque ne finit pas maintenant. Il va y avoir toute la période cet après-midi d'ateliers, vous allez débattre des questions, des pistes d'action. Alors, soyez frustrés peut-être, mais la journée n'est pas finie. Monsieur. Je salue mon collègue et mon ami Brian Miles. Écoutez, pour avoir participé, avoir été présent dans toutes les manifestations du printemps érable, ce qui m'a frappé et ce qui me frappe, c'est le type de couverture que nous avons eu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons une couverture concernant les incidents, les tensions, mais jamais une couverture concernant la jeunesse du mouvement, concernant les implications sociales, etc. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les journalistes qu'on a envoyés sur le terrain étaient des journalistes qui étaient là simplement pour nous rendre compte de la météo ou de nous rendre compte, en quelque sorte, pour que la soirée soit réussie, il fallait qu'il y ait des incidents. Et alors, ce qui me frappe, et Brian, la question qui me doit venir, c'est qu'on a évoqué l'autocensure, qui est le principal problème. Personnellement, je ne crois pas trop au poids de la concentration, je crois plutôt, je dirais, à l'incapacité
des journalistes à véritablement se questionner, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de formater des journalistes simplement pour qu'ils soient des porte-parole et que justement, est-ce qu'on n'est pas en train de glisser dans une forme de relation publique implicite? Moi, ce qui me frappe, c'est justement l'incapacité des journalistes. Alors là, je ressemble à un pas, puisque le docteur le semble ici enseignant. C'est, en conclusion, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la façon dont sont préparés les journalistes? C'est-à-dire, on ne leur donne pas le sentiment qu'ils sont là pour creuser un sujet, pour en connaître les tenants, évoquer les aboutissants, etc. Et là, je liste tous les gens, presse écrite, radio, télévision. Alors, il y a 4 questions qui s'adressent à M. Miles. Je ne les refais pas, je pense qu'il les a bien notées. Et je demanderai à la fin aux 3 autres personnes qui ont fait partie du panel de dire un dernier mot, même s'ils n'ont pas eu une question directement adressée, mais qui touche les propos qu'ils ont abordés. Alors d'abord, M. Miles, les 4 questions. J'en ai trouvé plus que 4 sur ma feuille. Alors, il y avait aussi des commentaires. En ce qui a trait à la ligne éditoriale, évidemment, il y a une ligne éditoriale dans les médias. Souvent, elle s'arrête par contre à l'expression de l'éditorial. L'éditorial étant l'opinion qui reflète le point de vue de l'éditeur et du patron ultimement du journal. Cette ligne éditoriale-là, par contre, je peux vous dire qu'elle ne descend pas dans une salle de rédaction d'une manière aussi machiavélique que certains souhaiteraient imaginer. Moi, il dit, on exerce ce métier-là avec une grande liberté dans la façon dont on va couvrir des sujets. Mais évidemment, il y a des choix qui s'opèrent en amont. Les choix, c'est de décider de couvrir certaines réalités ou de ne pas les couvrir. Je vous donne un exemple. Au devoir, il y a des sujets qu'on couvre de manière assidue et qui ne sont pas couverts ailleurs. Les questions d'immigration et de réfugiés, on les couvre beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que quelqu'un décide de s'y intéresser. On ne retrouvera pas cette couverture-là dans d'autres médias. Ça fait partie des choix rédactionnels et ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas un certain contenu dans un média que nécessairement censure une orientation et une ligne. Pour ce qui est des études, madame, c'est une étude sans me dire la source, donc j'ai aucune idée de quoi elle parle. J'en ai vu une étude passée, par contre, c'est celle du Centre d'études sur les médias, qui a fait une longue revue exhaustive de la couverture du conflit et qui avait trouvé 2 choses très intéressantes. La couverture la plus équilibrée, c'était à la presse. Ce journal que certains se plaisent à détester avait reflété autant les points de vue dits carré vert que carré rouge et il l'avait fait avec un certain équilibre. Les journaux les moins équilibrés, c'était le Devoir et le Journal de Montréal. Le Devoir parce qu'il y avait un jupon rouge qui traînait à terre, si on demande les conclusions de l'étude, et le Journal de Montréal parce qu'on avait beaucoup plus d'opinions que de factuels, et l'opinion était beaucoup plus défavorable que favorable. Et il n'y avait pas assez d'indicateurs, de mesures pour tirer des conclusions définitives. Mais à la télé, c'était un équilibre presque parfait chez Mario Dumont. Parce que Mario Dumont mettait Martine Desjardins d'un bord et un contre, mettons, un Christian Dufour de l'autre bord. Et là, on arrivait à une mesure de plein équilibre dans le traitement. Mais je vous dis, sur Mario Dumont, c'était parcellaire des données parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais la télé en général, puisque la télé encourage le débat, c'était toujours 5 minutes pour le point A, 5 minutes pour le point B, on remballe, on passe à autre chose. Alors, dans les analyses de couverture, la conclusion, c'est que, à un moment donné, ne soyez pas bêtes et paresseux ou indolents et multipliez vos sources d'information. L'important d'une démocratie, c'est la diversité des sources d'information. Il ne faut pas s'abreuver un seul média comme on entre dans une chapelle et devenir un croyant d'un média ou d'une source en particulier. Il y avait une question sur l'idée que, bon, j'ai bien aimé, il y a des gens qui ont incliné, c'est les journalistes, mais, je retiens le mais dans la question. Moi, je vous dis, se faire justice soi-même, ce n'est pas ma conception de la vie en démocratie. Il n'y a aucun, pour moi, aucune espèce de justification à se comporter de la sorte avec les journalistes. Les abus à la police, il y en a eu de la part des policiers à l'égard des journalistes et on les a dénoncés à chaque fois. On avait un canal de communication là-bas
Et on a réussi à s'assurer d'un modus operandi parce qu'il y avait des policiers sur le terrain qui ne faisaient pas de distinction entre les manifestants et les journalistes. Alors oui, il y a eu du brasse-camarade sur certains collègues, certains qui ont menacé d'accuser d'entrave au travail des policiers alors qu'il n'y avait absolument pas de cause. Cette réalité-là aussi, on ne l'a jamais cachée. On avait aussi la question de la concentration de la presse, une loi sur la concentration de la presse. On n'a pas beaucoup parlé de concentration aujourd'hui, c'était dans le programme, mais on ne s'est pas rendu. Le Québec est une des régions d'Amérique du Nord, la concentration est la plus forte. Les études qu'on a faites sur la question, ça ne vient pas de moi, mais notamment le Conseil de presse s'était penché là-dessus. Quand on prend tous les médias de québécois, imprimés, télé, etc., c'est à peu près 40 à 45% de l'information que les Québécois obtiennent. Ce qui est une part de marché assez impressionnante, merci. Et le drame de la concentration de la presse, c'est qu'au début d'une certaine époque, elle a été vue comme un mal nécessaire, comme une façon de consolider les entreprises de presse et de faire des joueurs de taille importante qui avaient des ressources et des moyens et qui pouvaient se consacrer à l'outage d'informer après. Mais on n'a jamais été capable de freiner les vagues successives. Et à la FPJQ, on avait été contre l'achat par Jessica du Soleil. On a été contre la convergence chez Québécois. On s'est objecté à la consolidation dans le domaine des hebdos. Mais chaque fois qu'on parle de concentration, c'est l'argument économique qui l'emporte sur celui de la diversité. Et on en est rendu à encourager des initiatives pour avoir un peu plus de diversité, pour qu'on puisse favoriser l'émergence des voies alternatives, offrir des subventions aux organismes communautaires, mettre un peu d'argent dans Télé-Québec pour qu'ils puissent faire de l'information sur le web. Et ce sont des projets qui sont parfois, on ne les prend pas suffisamment au sérieux. Enfin, il y avait une question sur la formation des journalistes. Bien, la formation des journalistes, c'est quelque chose qui est continuel. Ça ne s'arrête pas à l'université. J'ai eu une bonne formation à l'université, mais j'en ai appris beaucoup plus dans les années subséquentes à faire le métier, puis à aller l'enseigner également, parce que ça m'obligeait à recodifier ce que je faisais et réapprendre. La formation, pour nous, c'est important. On en fait régulièrement. La Fédération donne constamment des formations à ces journalistes. Je pense que le problème qu'on a de façon générale, c'est la culture générale. Et cette culture générale-là, elle ne nous tombe pas dessus. Les humanités sont en perte de vitesse ici comme ailleurs. Je pense que Folia, c'est un de ses sujets, c'est ma route préférée, de parler à quel point la culture est tombée en désuétude et on est davantage dans une logique consumériste. Évidemment, ça peut se répercuter sur les types de journalistes, les types de gens qui vont s'intéresser au métier et le bagage avec lequel ils arrivent en place. On a déjà eu des entrevues de sélection à l'UQAM ou les camps, heureusement qu'on a recalé. Vous avez parlé de la bande de Gaza comme une bande de malfaiteurs. Non, pas parce qu'ils posaient un jugement sur la cause palestinienne, mais parce qu'ils pensaient que c'était un gang de rue actif à Montréal. Et des fois, on avait aussi la bande de gazon. C'était un enjeu de division des enfants des années. La question, la notion de culture générale est problématique. Et tout ce qu'on peut attendre ou espérer, c'est que les journalistes ne soient pas tout le temps pris dans la course et dans le feu d'action et ne négligent pas la formation continue. J'ai évidemment dépassé la minute et je n'ai pas répondu à tout. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question de l'occupation de bureau. L'occupation de bureau, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Vous avez été déçu, mais laquelle occupation de bureau? On vous a tous appelés. Laquelle? Laquelle? Moi. Et vous avez tous été appelés. Ben, écoutez, tout vous savez, texté, on a passé par Twitter, Facebook, on a passé par toutes les fax. Il se fait des choix dans les salles de rédaction. Et je me fais appeler régulièrement pour un paquet de choses, puis on les trouve pas. Parce qu'il y a d'autres sujets qui passent en journaliste de priorité. C'est pas un dialogue de la salle. Si vous n'êtes pas au micro, la période de questions, je m'excuse. Mais ma question est qu'est-ce que les journalistes sont prêts à faire pour que la population ait confiance en vous? Ça, c'était ma question dernière. D'accord. Il n'a pas répondu, désolé. Mais il a dit qu'il y en avait une. C'est une question très vaste. Ce que je peux dire, moi, c'est que les membres de la FPJQ
On a un code de déontologie que l'on respecte, qui préconise la rigueur, l'équité, la véracité. On inscrit notre action comme journaliste dans une recherche de recherche déontologique. Je n'oserais pas dire de recherche de vérité, parce que la vérité, c'est très relatif, y compris le concept d'objectivité. Ce que l'on peut attendre, c'est de la rigueur. On ne peut pas non plus attendre des journalistes qui déposent toutes les causes dans une société et qui reflètent toutes les actions sociales. Moi, là, comme journaliste, là, je suis sollicité constamment. Et comme président de la FPJQ, je me donne même peu à peine de faire des conférences de presse, imaginez. Parce que je sais que mes propres membres ne viendront pas à mes conférences de presse qui les concernent. Le monde a changé, le monde médiatique a changé. Et les stratégies des groupes doivent s'adapter à cette réalité-là. Il y a moins de temps, il y a moins de ressources sur le terrain. Et pour se distinguer, on valorise davantage l'enquête que la couverture événementielle. Alors, ces actions-là n'auront pas autant de chances de succès dans le futur qu'elles n'avaient pour 10 ou 15 ans. Ça, c'est une réalité. Merci. Alors, 1 minute à chacun des panélistes. Et après ça, je vous demanderai de ne pas quitter la salle précipitamment. On a des consignes à vous donner pour le dîner et pour les ateliers après le dîner, en tenant compte d'un décalage de 15 minutes dans l'horaire. Rapidement, je veux juste en revenir là-dessus parce que c'est toutes les questions ont été par rapport à ça. Moi, je pense que, je ne sais pas si je viens d'un autre monde, mais que la couverture de presse du printemps étudiant a été quand même assez bonne. Toutes les conférences de presse de la classe, toutes ont été couvertes. Il y a eu des entrevues de fond régulièrement à RDI, partout, avec Martine, avec Gabriel, avec des profs. Moi, je me suis promené dans le Québec l'été passé. C'est sûr qu'ils montraient des affaires de violence en boucle à la TV, à LCN. Le Québec pensait que Montréal était à feu puis à sang. Il y a cet aspect-là. Mais, puis là, quand on a travaillé sur le rapport, on s'est servi beaucoup des journaux, Le Devoir, La Presse, etc. Pour une Lisiane Gagnon, tu as une Rimol Coury quand même. Je veux dire, j'ai trouvé ça pas si pire. Moi, je voudrais revenir sur un point qui n'a pas été beaucoup abordé, c'est le fait que depuis la fin du conflit, il y a eu presque, certaines personnes disent, une augmentation de la répression ici, particulièrement à Montréal. À chaque fois qu'on a osé prendre la rue, le règlement P6 a été appliqué et les arrestations massives, je pense que c'est au-delà de 1300 arrestations dans 5 événements depuis le début de l'année. Moi, je pense que cela témoigne de quelque chose qui est à la fois préoccupant et intéressant. Je m'explique. Le conflit sur lequel on est très collé parce que ça ne fait pas longtemps a fait le tour du monde. On est trop collé dessus même pour, je pense, avoir une appréciation de sa signification. Il y a eu un conflit où l'ordre public a été très remis en question et la rue a parlé très fort comme on a rarement vu. Moi, je ne l'ai pas vu dans ma génération. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'au point de vue des autorités publiques, ils ne veulent plus que ça arrive. Ils veulent surtout plus que ça arrive, là, et il y a une volonté très forte pour mater toute contestation, et je pense que c'est inquiétant, mais je pense que c'est à la fois quelque chose d'intéressant parce que autant qu'il y a de la démocratie des urnes, il y a la rue qui a sa propre démocratie, et je pense que collectivement, on a exprimé quelque chose qui a fait état d'un grand mécontentement de la direction de la société, et peut-être on pourrait le faire encore, mais on ne veut plus que ça arrive, là. Et c'est comme ça que moi je comprends un peu la volonté qui s'exprime maintenant à travers la police de Montréal en particulier, mais ça pourrait être aussi vrai ici, en Outaouais chez nous, ou à Québec, Sherbrooke et ailleurs. Merci. Oui, bon, moi je suis quand même un peu étonné de ce que j'entends, puis un peu choqué. J'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre que les problèmes qui sont les nôtres, les problèmes qui sont liés par exemple aux médias, puisqu'on en parle, sont nos problèmes, mais pas les problèmes des médias en tant que tels. Donc ça m'apparaît extrêmement important. Si on n'est pas en mesure de voir que dans une société, l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés
orientée sur les questions de responsabilité collective, alors on sera toujours simplement dans la désignation d'adversaires sans jamais considérer notre part de responsabilité dans le problème. Un exemple de cela, c'est par exemple, c'est un exemple facile, vous me direz, mais prenons Facebook. Les gens vont partager davantage la dernière niaiserie de Richard Martineau, ceux qui laissent en particulier, qu'un article de fond de, par exemple, Lisa-Marie Dion qui couvrait la grève en vélo pendant que d'autres étaient en hélicoptère pour couvrir les événements. Quand il va y avoir des articles de fond, là, ils ne sont pratiquement pas distribués, mais par contre, la moindre niaiserie, elle va l'être parce qu'on aime ça s'énerver. Alors là, il y a un problème de responsabilité collective. Ça m'apparaît aussi dans la manière dont on veut voir la diversité des opinions. On aime voir la diversité des opinions, mais dans la polarisation. Ce qu'on va faire, c'est par exemple, combien de fois moi j'ai été invité dans les médias où essentiellement on va dire « Est-ce que vous êtes pour ou contre ?» Je dis « on vous rappellera la semaine prochaine. » Mais ça, encore une fois, c'est pas la faute des médias. Encore une fois, c'est parce que nous avons pris l'habitude que pour comprendre un débat, il faut qu'il y ait du noir et du blanc, le oui ou le non, et tant et si bien que dans ce débat entre noir et blanc, mais le gris disparaît toujours. Le gris disparaît parce que voulez-vous, c'est drap le gris. C'est beaucoup plus intéressant les contrastes, et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Mais en réalité, on ne comprend absolument rien, parce que justement, comprendre, c'est être dans les nuances. Ça m'amène aussi à la question qui a été dite tout à l'heure au sujet de qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait davantage de débats publics, il faut qu'on laisse plus de temps. Entièrement d'accord, à la condition que les débats ne soient pas des espèces de lieux de déversement d'émotions ou de défoulement collectif. Les débats, c'est construire ensemble quelque chose comme ce que nous pourrions appeler une raison publique, quelque chose comme véritablement une argumentation qui vaille pour tous et que tous sont en mesure de comprendre. Et non pas simplement, disons, se partager nos impressions du moment, parce que ça ne peut pas rester. Merci. En votre nom, merci aux 4 panélistes. Je pense que les applaudissements. Pour le dîner, il y aura des consignes précises. D'abord, les personnes qui s'étaient inscrites avant ce matin, vous avez reçu comment on appelle ça, là, une pochette avec un coupon. Vous avez absolument besoin de ce coupon pour avoir accès au repas. Pour les personnes qui se sont ajoutées, Nicole a une précision à donner. Je pense qu'il faudrait se présenter au kiosque pour voir s'il y a encore des coupons disponibles. S'il ne reste plus de coupons disponibles, il y a des cafés autour, il y a des oui-oui, etc. Ça va pour le dîner. Alors, le local est inscrit sur votre programme. C'est dans J 2850. C'est dans le pavillon Judith Jasmin. Maintenant, pour les ateliers de cet après-midi, on ne se reverra pas ici avant les ateliers. Vous vous rendez directement aux locaux indiqués sur le programme. Mais là, on va vous donner des conseils. Ce n'est pas des ateliers thématiques sur tel sujet. Alors, Nicole va vous présenter. Écoutez, on a fait le choix de non pas avoir des ateliers thématiques. Tout le monde va traiter du même thème. En fait, il s'agit de compléter l'échange qu'il y a eu ce matin. Bon, il y a des gens qui nous ont exposé en partie les obstacles auxquels on est confronté dans l'exercice de la liberté d'expression. Je suis certaine que vous avez d'autres choses à dire à ce sujet-là. On peut aussi vous entendre sur c'est quoi les luttes que vous menez pour repousser ces limites à la liberté d'expression. L'idée étant aussi qu'on veut cheminer potentiellement vers c'est quoi des pistes d'intervention communes qu'on pourrait se donner. On a fait le choix d'identifier les animatrices et animateurs. En fait, ils viennent de milieux différents. Mais s'il vous plaît, mettez-vous pas en milieu ensemble, environnement ensemble, femmes ensemble. L'idée étant qu'on voulait que le milieu environnementaliste comprenne
ce que vit le milieu des femmes ou le milieu, bon, en fait, les gens. Vous comprenez l'idée? C'est de partager ensemble, c'est de partager ensemble ce qu'on fait, ce qu'on vit et ce qu'on fait. Alors, c'est dans cet esprit-là que ça s'est fait. On a encerclé tout simplement de façon aléatoire à chaque programme remis un atelier. Bon, si vous voulez absolument aller avec Nestrine, vous irez avec Nestrine, ou Marc-André C, vous irez. Mais l'idée, c'était vraiment de faire qu'il y ait un échange complémentaire entre nous. Alors voilà. Donc, vous allez retrouver la salle d'atelier encerclée sur votre programme respectif. Puis, bon, on revient ici. Là, il faut faire un ajustement d'horaire. Il est presque midi et demi. Alors, je pense que c'est irréaliste de dire que vous allez être en atelier à 1h, tel qu'il est indiqué sur l'horaire. Alors, je prends de mon initiative pour dire que ce serait plutôt 13h30 et se retrouver ici pour la plénière à 14h30. Ça va? Alors, bon appétit et à cet après-midi. De retour en ondes après la pause dîner.